Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo consacrée à l'analyse d'Akira, le manga de Katsuhiro Otomo. Donc voilà, nous y sommes, c'est la 17e et dernière vidéo consacrée à cette analyse, voilà, que j'avais commencé en septembre 2019, enfin en juillet 2019 d'ailleurs, donc plus de 2 ans. Donc voilà, c'est fini, enfin en gros, parce qu'il reste encore des choses à faire. En tous les cas, pas la peine de trop parler. Considérez donc cette vidéo comme la suite directe de la 16e. Voilà, bon visionnage et à dans 45 minutes. C'était comme s'il avait fallu sacrifier 2 générations, celle des années 70, Akira, et celle des années 2000, Tetsuo, pour que l'humanité, enfin, atteigne son nirvana. Mais Kaneda persiste. Repensant aux mutations de son ami et à ces jeunes rabougris du laboratoire, il ne peut tolérer que ceci soit le choix de l'humanité. Mais tout s'arrête, tout s'analgésie, tout se noie dans un mutisme atrophiant. Kaneda se trouve debout, dans un vaste couloir aseptisé, et se surprend de sa présence en ces lieux. Au bout de l'allée, il remarque un mioche se déplacer nonchalamment, alors que la voix de Miyako continue de résonner dans sa petite tête. L'adolescent décide de suivre l'enfant, pendant que des termes à forte connotation agricole se font ouïr, dans une tentative de les faire germer. On leur a donné trop d'engrais. On a vraiment l'impression que numéro 19 parle de botanique et de récolte, ce qui, indirectement, nous pousse à apprécier un peu plus cette petite graine que nous gardons en mémoire, celle même que nous devions faire croître avec pudeur et modestie, avec sagesse et réflexion, avec patience et compréhension. C'est fou, mais lorsque j'entends les mots graine, mémoire et tous ces termes phytologiques, je ne peux m'empêcher de penser à Memories, le deuxième film d'Otomo, sorti en décembre 1995. Ce recueil de 3 courts-métrages avait pour devise « In the future, present or imaginary world, memories reveal themselves like rose petals opening ». Ce que nous pourrions traduire en bon français par « Dans le futur, le présent ou dans un monde imaginaire, Memories, le film, les révèle les êtres humains, telle l'ouverture des pétales d'une rose ». Cette rose, par son doux déploiement, révélait l'humanité dans sa globalité, tout comme cette graine, au travers de sa lente germination, révélera notre humanité en sa plus profonde singularité. Déconcertant. Kaneda se trouve alors dans un corridor qui mène à une grande salle, auréolée d'un dôme imposant et lumineux, où déambule tout un tas de bambins. Il est impressionnant comment la vue de ce dôme me fait immédiatement penser à celui, gravé de ce bas-relief si particulier, que nous aperçûmes dans le monastère lors de l'épisode 66. Bien évidemment, rien n'est plus ressemblant à un dôme qu'un autre dôme, mais il n'empêche que leur similitude interpelle. Ce qui prouve, vraisemblablement, que Miyako, petite, s'était retrouvée dans cette grande salle. Kaneda pénètre dans les lieux. Ses pas piétinent une moquette tout aussi reconnaissable, vu que c'est la même qui recouvrait le sol de la nurserie dans le QG du colonel. Comment, 30 ans après, l'armée a pu reproduire ce sol à l'identique, alors que tout avait disparu après l'explosion de 1982. Bref, l'adolescent observe, pendant que Miyako affirme que c'est dans cette pièce qu'étaient rassemblés les enfants qui montraient des signes. Soudain, le jeune homme aperçoit Akira, sourire aux lèvres, en train de jouer avec un camarade. Puis, il constate la présence des 5 scientifiques qui figuraient sur la photo de famille lors du discours de la prêtresse. La 5e femme n'est pas très visible, mais est bien présente en arrière-plan. Il s'interloque. Indéniablement, voir des adultes en blouse blanche apparaître aux côtés des récents mots de Miyako doit lui confirmer qu'il se trouve dans le laboratoire et que les mômes ici présents seront ses rabougris de demain. Ceci dit, on sent la relation entre les scientifiques et les mioches très amicale, très fraternelle. Ces derniers donnent vraiment l'impression d'apprécier ces premiers. Et vu que numéro 28 est visible en ces lieux, on s'imagine qu'il n'aurait pas été difficile de se photographier à ses côtés. Ce qui prouve bien que l'absence d'Akira sur la photo de famille, lors du discours de la vieille, était purement symbolique. Le jeune môme était bel et bien sur le tirage papier, mais on ne le voyait pas, car il était déjà hors de ce courant invariant. La voix de la prêtresse retentit alors. C'est ainsi que les expériences ont commencé. Et une image monstrueuse, douloureuse, vient nous couper la respiration de par sa densité graphique. Une machinerie complexe, ultra détaillée, asphyxiante et insatiable, s'octroie de la corpulence chétive d'un enfant. Cette vignette est tout simplement mortelle. Elle nous démontre, sans aucune honte, ce dont serait capable l'humanité pour assouvir ses choix d'évolution. À la vue de cette lithographie, on se sent très loin du récit de Miyako,
de ces tubes en verre plus fins qu'un vaisseau sanguin et remplis d'une émulsion salée. Ici, l'intrication du trait ne fait qu'alourdir la sophistication de la machine et de son appétit. Contempler cette image nous met mal à l'aise. Il se dégage de sa vision un sentiment de dégoût profond, de mal-être insupportable. De plus, tout ceci est appuyé par les mots de numéro 19, qui poursuit sa narration, prétendant que la plupart d'entre eux sont devenus fous, ou handicapés, ou morts. Seuls quelques-uns se seraient éveillés à une certaine forme du pouvoir. Kaneda semble alors faire face à l'un de ses enfants qui ne surent s'éveiller. Le mioche est assis contre un mur, amorphe, un casque sur la tête. Sa posture ressemble à celle d'une poupée totalement flasque et inerte. Notre adolescent contemple ce spectacle avec dégoût. Il serre les poings en affirmant que ce pouvoir n'aura finalement apporté que des malheurs. Mais il sursaute promptement. Un autre timbre vocal résonne dans sa cage cérébrale. Il se retourne et voit Kyoko, le visage rajeunissant, prétendant qu'au moins elle y rencontra des amis. Et nous observons alors la petite fille, debout, encerclée par Masaru, Akira et Takashi, tous souriant dans une planche lumineuse. Numéro 25 se réjouit d'avoir pu être avec eux, d'avoir pu communiquer avec eux sans se fier aux mots, d'avoir pu s'entourer, simplement, de camarades qui se comprenaient. Nous savons tous que le projet des années 60-70 était un programme eugénique qui cherchait à améliorer l'espèce humaine, lui conférant des facultés cognitives nouvelles et encore non explorées. Miyako n'apporte pas plus de précision à ce sujet, mais les récents mots de Kyoko nous dévoilent que ces innovantes facultés portaient sur la manière d'interpréter le monde et d'interagir avec lui. Durant son histoire, l'humanité a traversé 3 grands bouleversements qui furent causés par l'apparition de nouvelles techniques communicatives. La première, lors de la conception de l'écriture, la seconde, lors de l'invention de l'imprimerie, et la troisième, avec l'avènement d'Internet. Le style épistolaire fut roi, et, après 5000 ans d'histoire, on constate que toutes ces technologies de la communication ont fortement allégé notre mémoire, ce qui était leur but, mais ont aussi fortement alourdi le mot, comme s'il s'était asservi à une force invariante. C'est ce que l'on pourrait ressentir en voyant à quel point Homo sapiens, en 2019, paraît condamné à radoter et à pestiférer sans cesse, à s'enivrer du cirque et de sa loufoquerie mondaine, à s'abreuver d'un baratin burlesque et condescendant, rendant son environnement finalement trop indigeste et scabreux. Indéniablement, l'idée de ce scientifique, fou et excentrique, à l'aube du projet, était de s'abstraire de la technicité, afin de faire de cette faculté une caractéristique inhérente à notre biologie. Minimiser le verbe, accepter et apprécier sa potentialité, pour interpréter le monde dans une justesse juvénile et ingénue. Était-il nécessaire d'avoir recours à une machinerie complexe, à des traitements chimiques douteux, ou à des mutations génétiques incertaines pour en arriver là? La question est légitime, et chacun de nous aura sa propre réponse. Bien sûr, je ne peux affirmer si ceci fut l'idée directrice de ce scientifique, fou et excentrique, mais dans tous les cas, ce furent les premiers résultats probants des expérimentations qu'il effectua sur ces jeunes mômes. On appréhende d'ailleurs mieux pourquoi Akira était autant calfeutré dans ce mutisme insondable. Et on comprend aussi l'amertume du colonel lorsqu'il se trouvait face à la capsule cryogénique au début du manga. Il semblait contrarié par cette science qui avait enterré le fruit de ses recherches, trop apeuré par cette révolution civilisationnelle qu'elle avait amorcée. Il ne fait nul doute que le colonel avait connaissance de cette ligne directrice, qui devait nous mener vers une nouvelle humanité. Comment le savait-il? Ça, par contre, je l'ignore. Bref, Kaneda demeure interloqué par la dernière phrase de numéro 25. Des amis qui se comprennent. On le sent contrarié, comme s'il venait de se rendre compte que, finalement, il n'avait jamais compris Tetsuo, et qu'il était passé, par mégarde, à côté de cette simplicité. Et en effet, Kaneda n'a jamais su interpréter les affres de son ami. Il n'a jamais su percevoir le drame de ses abandons. Il n'a jamais su comprendre les déchirements qui le tourmentaient. Et, s'agrippant à la main de Takashi, Kyoko amorce son énoncé. Miyako et les sbires du monastère, Kei et Chiyoko, Tetsuo-kun et... La case se noircit de lignes concentriques. Les 4 mutants prennent leur envol. Ils semblent s'extirper du courant et regardent Kaneda avec compassion. Le jeune leur demande d'attendre, comme s'il aurait aimé leur poser une ultime question. Mais tout se referme, la physionomie juvénile de nos numéros s'estompe, et Kyoko, qui a parfaitement bien entendu la question, termine sa phrase. Kaneda-kun. Notre héros se tétanise. Il écarquille les yeux, sclérose sa bouche, trame son visage,
donne l'impression de recevoir de plein fouet une révélation. Depuis le début de cette analyse, j'ai su faire, à quelques reprises, des allusions à Domu, et notamment à Cho-san, son personnage fétiche. Je l'ai quelquefois mentionné, tant certaines scènes d'Akira me rappelaient sans vergogne sa propre et noble présence. Mais là, il est impossible de ne pas voir en Kaneda la réplique parfaite de ce sublime portrait du vieillard que nous aperçûmes à la fin de Domu. La ressemblance est totale, autant dans les contours du visage, avec les rides en moins, que sur l'émotion ressentie. Tout comme Cho-san semble à se confronter à l'évidence au travers de cette illustration dantesque l'Otomo, Kaneda nous dépeint ici une émotivité homothétique en voyant ses nouveaux amis, qu'il vient de comprendre, disparaître. Incontestablement, le plus beau portrait de notre héros. Katsuhiro étant avant tout un auteur charnel, il nous est facile de deviner pourquoi Tetsuo fut, durant tout le manga, le seul personnage à recevoir une attention particulière dans son tracé, le seul qui fut montré avec une telle précision et qualité. Kaneda, lui, nous fut plutôt esquissé de manière anonyme. À part quelques clichés tenaces pendant la guerre des gangs ou lors du face-à-face avec son ami dans les souterrains, il nous apparut sans cesse comme le bouffon de service, le clown de Sa Majesté, celui qui sut détendre l'atmosphère. Mais c'était son rôle. Ici, ce portrait, qui rivalise avec celui de Cho-san de par sa qualité et sa subjectivité, marque incontestablement un avant et un après dans l'évolution du personnage. Kaneda vient de percevoir le potentiel des mots. Je pense même que notre héros aurait mérité une double page pour exhiber ce faciès, afin d'intensifier ce clin d'œil indéniablement sublime fait à Domu. Mais tout se fossilise, pour la troisième fois, dans une aphasie splénétique. Nous sommes projetés dans une aire de jeu sous une autoroute suspendue, la même que nous vîmes lors de la crise de numéro 41. À cette époque, l'enfant venait tout juste de se faire tabasser par 5 larbins et était par terre, à 4 pattes, chougnant, tâchant de récupérer son Gundam brisé. Il avait d'ailleurs incliné la tête et vu Kaneda, immobile, derrière le grillage, pour la première fois. Tout nous pousse à croire que nous vivons, à ce moment présent, la prolongation de cette journée, qui marque la rencontre originelle entre nos deux amis. Le jeune Tetsuo, essuyant ses larmes, se dirige vers une fontaine à eau. Une ombre se dessine alors, celle de Kaneda, adulte, qui s'étonne de se retrouver dans cet endroit si familier. Tetsuo se rince le visage, l'ombre s'approche de lui, mais c'est maintenant celle du jeune Kaneda. Ce dernier lui apprend que c'est toujours comme ça quand quelqu'un de nouveau arrive. Indéniablement, nous sommes aux abords du pensionnat. Tetsuo a été abandonné pour la seconde fois. Il vient de faire ses premiers pas dans l'établissement, et s'est fait, apparemment, bisuter. L'enfant, au regard si singulier, observe son interlocuteur avec crainte. Il reste muet. Kaneda poursuit son phrasé. Moi aussi, au début. Difficile de savoir ce que veut dire le jeune garçon. Si lui aussi tabassait les nouveaux arrivants, ou si lui aussi s'était fait tabasser lors de son arrivée. Mais Tetsuo, méfiant, s'éclipse d'un pas leste. Si le deuxième abandon a ce pouvoir de confirmer le premier, il génère aussi en intéressé une phobie extrême d'être indéfiniment abandonné. Ce qui l'inhibe à entrer en contact avec quiconque, à poursuivre tout dialogue, à initier toute relation. Voilà pourquoi Tetsuo fuit à cet instant, lâchement, peut-être. Mais Kaneda l'interpelle, affirme qu'il est différent, et, redevenu subitement adulte, lui révèle, d'une voix troublante d'empathie, qu'il veut juste être son ami. Le jeune Tetsuo stoppe sa fuite, se retourne timidement et s'étonne de cette révélation. Kaneda, dans son allure enfantine, exhibe sa joie dans un sourire diapré d'orgueil et de sincérité. Tetsuo, plus en confiance visiblement, donne suite au dialogue. Boku wa Tetsuo, Shima Tetsuo. Mais les ombres se durcissent, des lignes de vélocité infestent les cases, tout semble s'envaser dans la fatalité du courant. L'anatomie de Tetsuo se dilue, et, au travers de son évanescence, il prononce ces mots sous la parabole de son sourire. Un nouvel ami. Kaneda, les yeux en larmes, lui demande d'attendre. Mais c'est trop tard, le jeune Tetsuo disparaît, emporté par le flux qui, indirectement, s'accapare aussi de cette amitié. Kaneda hurle le prénom de son compagnon, avec la même véhémence que lorsque Sol déchiqueta le cratère, avec la même fougue que lorsqu'il observa le trou béant sur la lune. Il le hurle, maintenant, les orbes oculaires dégoulinant, avec une détresse submergée d'une intense appréhension. Il voulait être son ami. Et c'est au tour de son anatomie de se diluer, lentement. Le jeune se surprend
examine ses paumes se confondre avec les jets de vitesse. Son regard est mélancolique. Il semble s'appesantir dans une passivité implacable, semble se laisser emporter par ce courant afin de ne pas mettre un terme à cette dite amitié. Mais soudain, il entend l'acoustique saccadée de son prénom. Il hausse le regard et une caille en flamme apparaît, la même que nous pûmes observer dans la bouche de métro lors de l'épisode 78. Le spectre de la jeune femme s'affiche au-dessus de l'adolescent subjugué, et elle le renomme de vive voix. Mais une double page vient casser ce rythme enivrant et trépidant, offrant au lecteur la même sensation qui peut le galvaniser à la 116e minute du film. D'énormes tornades s'emparent de la capitale qui s'enlise dans sa énième destruction. Tout n'est que chaos, et on prend conscience, à ce moment, que l'énergie immaculée d'Akira a intégralement emmitouflé celle de Tetsuo. Il est d'ailleurs impressionnant de voir à quel point ces cyclones intempestifs qui bordent ce dôme luminescent ressemblent à ce cordon ombilical torsadé vers lequel planait Kaneda, voilà quelques planches. C'est comme si l'incandescence de numéro 28 était rattachée à une matrice supérieure, était en connexion à une entité intangible et imperceptible. Mais nous retrouvons notre héros. Il offre un regard adipeux et une posture molle. La caille brasillante s'approche de lui, les bras écartés, tout comme elle put le faire dans la bouche de métro. Elle affirme qu'il faut faire vite, qu'Akira est en train de dévorer Tetsuo. Mais Kaneda reste inerte, passif, immobile, les yeux contemplatifs face à cette chimère mouvant sa nudité enflammée. Le jeune revit alors cette scène des souterrains, lorsque cette même occurrence traverse son corps avec véhémence et s'étiola, promptement, en une brisure reluisante. Un copier-coller des cases à l'identique pour nous rappeler que cette caille irradiante avait été conceptualisée par Tetsuo afin de prévenir son ami d'un avènement proche, afin de le contraindre à se remuer dans une orientation bien précise. Ce qui nous laisse supposer que cette présente manifestation ne peut être due qu'à une intervention insoupçonnée de numéro 41. Mais l'espace se contorsionne, les images de Kei et de Kaneda se courbent sous les forces gravitationnelles. Et l'adolescent se revoit alors en flammes, dans la chambre du monastère, face à la jeune femme. Il est d'ailleurs fou de constater, dans cette contre-plongée, comment les motifs du plafond s'apparentent à la façade du building qui s'acoquinait au 55 Bank. Kaneda présente la même position pétrifiée que celle arborée lors de la deuxième manifestation. Mais c'est bel et bien devant sa compagne qu'il se trouve, au temple, en train de se demander où il est. Kei, toujours secoué par cette célérité, lui ordonne de se ressaisir, de ne pas se laisser charrier par ses émotions. Mais l'adolescent s'engouffre, à son tour, dans un vertige introspectif. Il voit la destruction de Néo-Tokyo. Il se replace dans la planque des anarchistes en train d'observer son double en flammes. Kei, maintenant sa lucidité, le prévient que s'il ne réagit pas, il sera emporté, lui aussi, par Akira. Mais Kaneda somnubile à dévisager son sosie irradiant, à contempler les édifices s'effriter. Et même s'il semble se ressaisir un instant, il se revoit sur le 55 Bank en train de s'immiscer dans cette dimension méconnue, comme s'il revivait, à cet instant présent, cette expérience passée. Il se revoit en train de courir, main dans la main avec Kei, afin d'éviter les salves de sol. Il se revoit embrassant cette dernière alors manipulée par numéro 25, en train de surgir dans une salle d'armement au QG du colonel. Il se revoit, à fond la caisse, sur sa moto. Il se revoit. Et lui aussi, au travers d'une fracture de Voronoi, semble faire ce rêve que font tous les gens avant de mourir. Mais tout cesse, pour la 4e fois. Tout se tétanise dans une mutité mélancolique. Nous sommes dans cette ère de jeu. Kaneda se trouve sur la balançoire, nonchalant, jouant avec son ombre portée. Il mentionne le nom de son ami, sous un regard neurasthénique, et donne l'impression de l'attendre, prouvant, par cet acte simple, que jamais il ne l'abandonnera. Et il réapparaît subitement sous son apparence enfantine, se met sur pied et vocifère une seconde fois le nom de Tetsuo. Le jeune semble contrarié. Il devait se retrouver ici avec son nouveau compagnon, mais personne. Soudain, le vertige concentrique se fait de nouveau sentir et une voix résonne alors. La bulle l'enveloppant nous est présentée sous la même forme que celle qu'utilisaient Kyoko ou Miyako durant leurs récentes interventions. À ce moment, il est impossible de savoir qui prend la parole, mais l'une d'elles affirme que Tetsuo n'est plus là. Kaneda, redevenu adulte, réagit, fronce les sourcils, semble affermir ses jambes, mais il n'en demeure pas moins immobile, passivement cloué sur ce sol qui s'effrite, pendant que cette même voix finalise. Tu dois partir. Mais Kaneda, jamais, n'abandonnera Tetsuo, donc il reste figé, inerte, invariant.
Il se fait alors transpercer par ces faisceaux de lumière sombre et véloce, rendant son corps soudainement évanescent. Il panique, s'interpelle, se surprend de réentendre son prénom, se retourne nonchalamment et observe Kay, luttant contre le courant, lui tendre sa main droite. Ce n'est pas la vision enflammée que nous vîmes il y a un instant, mais bel et bien la jeune femme, vêtue de son kimono, qui surgit du néant. Par son geste contracté, elle pousse Kaneda à l'action, l'oblige à se raviver, l'invite à se secouer. L'adolescent crispe son visage, il donne l'impression de guerroyer contre l'écoulement de cette fatalité. Et une voix se fait soudainement entendre. Retourne auprès de ceux qui ont besoin de toi. La manière dont nous est présentée cette bulle prouve que ce n'est ni Miyako ni Kyoko qui parlent. Mais alors, qui est-ce? Est-ce Kei? Tout récemment, lorsque la jeune femme prenait la parole, c'était au travers de son homologue reluisant. Ici, nous sommes face à une Kei un peu plus concrète, celle même que nous vîmes planer dans les airs au moment où Akira s'exécuta. De plus, s'il y a quelqu'un qui a fortement besoin de Kaneda, c'est bien elle, et je la vois mal se mentionner à la troisième personne. Kei est trop humble pour ça, ce n'est pas dans son style. Donc non, pour moi, ce n'est pas la jeune femme qui parle, mais Tetsuo. Cette dernière phrase retourne auprès de ceux qui ont besoin de toi est la continuité parfaite de celle qu'il proféra durant le flashback, lorsqu'il demanda à Kaneda de ne pas le suivre. Après lui avoir ordonné de l'abandonner, il lui ordonne donc de ne surtout pas abandonner Kei, mais de la suivre afin de répondre à ce message subliminal qu'il reçut dans la bouche de Métro, mais qu'il n'avait pu comprendre. Notre triangle relationnel est donc toujours présent, mais cette fois-ci, il a pour crête commune Tetsuo, qui sert de passerelle entre nos deux amants. Ces derniers, les yeux en larmes, contemplent leur gestuelle réciproque, et leurs deux mains se frôlent, s'unissent, afin d'affermir cette base triangulaire, de forger cette base fondatrice. Tetsuo sauve son ami, celui qui ne l'aura jamais abandonné pour la troisième fois. Une double page nous montre alors le dôme final. Son assise sombre et ses contours lisses nous rappellent ceux de la deuxième manifestation. Sa candeur évidente et sa trame chaotique nous évoquent la récente libération de Tetsuo lorsqu'il fut touché par Sol. Le jumelage est donc parfait, la fusion est totale, et les ruines de la capitale s'émulsifient dans une calligraphie désordonnée. Mais soudain, tout se contracte, la demi-sphère disparaît, pour laisser place à une boule incandescente et rayonnante qui finit par se diluer au-dessus d'un cratère béant. Le souffle émis slalome au cœur de cette architecture périclitée. Il dilacère les baies vitrées avec fureur, renverse les édifices tel un jeu de cartes. De sa force s'extrait une masse poussiéreuse et humide, d'où déambulent ces katakana si singuliers, mélodistes de cette sonorité grave et répétée. Leur agencement, uniforme et cadencé, semble inéluctablement articuler les derniers battements myocardiques de Tetsuo. Une double planche aérienne nous montre alors l'épicentre de la manifestation, enveloppée d'un vortex nébuleux. Un visuel similaire à celui qui faisait suite à la destruction de Neo-Tokyo. Sauf qu'ici, le courant d'air ruisselle dans l'autre sens et un champignon de fumée s'élève depuis son cœur. Un plan terrestre et plus large nous affiche cette scène bercée par la même valse virevoltante. Depuis ce point de vue, on distingue très bien cette cheminée vaporeuse qui se dresse jusqu'aux cieux. Une succession d'images silencieuses nous expose ensuite le lessivage incessant de la cité en ruine, au travers de cadrages précis et variés. La focale se stabilise, lentement, et montre les premiers survivants de ce peuple d'un Neo-Tokyo dévasté. Postés sur les décombres, l'un d'eux était en train de pointer du doigt le firmament, invitant ses compagnons à la contemplation. Une vue en contre-plongée, esthétisée par la perspective des buildings encore sur pied, nous divulgue alors ce ciel voilé d'un courant nébuleux uniforme. Celui-ci modèle ses traînées albâtres dans une cinétique tourbillonnante qui se dilue à chaque révolution. Aux abords d'une dépression architecturale, Joker et Chiyoko refont surface. Ils hypnotisent immédiatement leur regard sur cette valse insatiable. Depuis les vestiges du stade olympique, la caméra se rapproche du colonel soutenant sa cuisse, apparemment fracturée. Lui aussi lève les yeux au ciel, le visage transpirant et nimbé de fascination. Il contemple ces traînées nuageuses fluctuer avec grâce et délicatesse, et quelque chose se passe en son fort intérieur. Proche d'autres structures en ruine, nous voyons Simons, aux côtés de quelques réfugiés. Lui aussi ausculte le firmament et semble comprendre, sans épaisse lentille, ce que cache cette fluctuation discursive. Au travers de cette cinétique tourbillonnante,
et de ces 3 apparitions répétitives, j'ai l'impression de voir une analogie indéniable à ce courant invariant, uniforme et atemporel. Introduit métaphoriquement dans l'épisode 67, lors d'un instant empli de poésie, cette mouvance fuligineuse paraît ici s'estomper, aux yeux de tous, afin de diluer sa trame dans cet azur empyré. Le vortex hypnotisant qu'elle calligraphie, à cet instant, symbolise, euphoriquement, ce flux cosmique et intangible. Cependant, sa douce résorption, ici, semble offrir à l'humanité une opportunité de ne plus s'assujettir à sa fatalité. Mais les ruines de la capitale s'éclaircissent promptement. Les rescapés du désastre sont extraits. Certains pointent toujours leurs doigts vers cet azimut cyclotimique. D'autres se lamentent de la perte d'un proche. Il y en a même un, les yeux bandés, qui incline son visage vers ces cieux tourmentés. Cependant, tous se remettent sur pied et vont de l'avant, dans une démarche indolente. Un moine du temple est assis, effondré, désabusé. Peut-être est-il le seul survivant de la secte. Des soldats américains sortent de leur planque, titubants, sûrement désorientés par ce qui vient de se produire. Des pas s'enlisent dans une boue encore flasque. C'est Kai. Il est anxieux et hurle le prénom de son ami. Il est tout proche d'un pont qui ressemble fortement à celui qui se trouvait au pied de l'édifice Ginza dans les premières pages de l'épisode 91. À cette époque, sa présence avait marqué le début de cette folle journée. Il semble ici, à ce moment, en marquer la fin. Le jeune pousse un second cri afin de perdurer son appel, et l'écho se propage jusqu'au zénith de ce cratère fraîchement formé. La colonne de fumée qui calfeutrait ce dernier a presque disparu. Seul un filet vaporeux s'extirpe de sa base inondée. De cette dissipation surgit un amas de ruines, tel une île perdue au cœur du lagon. Sa forme conique nous fait penser à l'architecture iconique d'une tour de Babel. Et juste au-dessus, les nuages poursuivent leur mouvance lymphatique. La caméra s'avance de cet amas désordonné. La vapeur continue son tangage insouciant. Le ciel s'ouvre toujours un peu plus. Maintenant, à proximité, on y remarque plus en détail l'agencement chaotique de bâtisses effritées. Les éboulements du béton se font même entendre. Par-dessus une structure démembrée, on distingue 2 silhouettes fantasmagoriques, celle de Kay et Kaneda. La première est accroupie, exténuée. Le second est debout, droit, les poings serrés, tels qu'il les exposait devant le jeune enfant du laboratoire. Face à ce spectacle dégoûtant, il avait d'ailleurs affirmé que le pouvoir, finalement, n'apporta que des malheurs. Peut-être se souvient-il de cette phrase en orientant ses pupilles vers ce diffus horizon. Mais son visage est vaporeux, son regard absent. Notre jeune homme est noyé dans un mutisme à la fois raisonné et introspectif. Il doit se remémorer cette expérience tout juste vécue. Il doit repenser à Tetsuo, son meilleur ami, et à ses affres qu'il ne put entrevoir. Il doit repenser à cette graine, à ce choix d'évolution, à ce minimum verbal et à tous ces actes manqués que sut lui révéler cette torpeur visuelle. Et malgré toute la finitude ressentie par cette expérience passée, il ne fait nul doute que, pour lui, et ses globes oculaires en ont la conviction, tout ne fait que commencer. Je ne peux m'empêcher de frissonner à la vue de ce portrait. Il se dégage en lui une force émotionnelle encore inexplorée. Son tracé, simple mais impétueux, ne fait qu'exalter la prépotence de notre héros, son audace, sa singularité. Il ne fait qu'exposer, au travers d'une élégante finesse, son assurance et son intemporelle ténacité. Kaneda détend alors ses phalanges, posément, et affirme, dans un timbre vocal monotone, qu'ils sont tous partis. Kay se ressaisit, guide son regard dans une direction bien précise, et, arborant un léger sourire, demande à son compagnon de lui aussi regarder. L'adolescent se retourne, et une planche phénoménale montre nos 2 amants, perchés sur cette structure démembrée, observer le lointain qui dilue la capitale décapitée dans l'évanescence d'un jour nouveau. Cette photographie ostentatoire, orientée vers le soleil levant, capte avec pudeur le doux reflet des cieux apaisés, tout en nous inondant d'un stoïcisme évident face à l'urbanité délabrée. La caméra effectue un travelling au-dessus de ce paysage irradié. Les façades des immeubles poursuivent leur érosion grâce au passage du temps. Des crabes refont surface sous un soleil du midi. Sur les eaux salées de la baie, des chars amphibies s'extraient d'une frégate pour onduler leur masse sur cette trame maritime. Dans les airs, ceux qui s'apparentent à des SA-330 Puma font vibrer leur rotor à plein régime. Ils slaloment par-delà les bâtisses et s'incrustent au cœur d'une artère éventrée dans une mise en scène typiquement hollywoodienne. Ce cliché
me refait instantanément penser à cet ironique constat ressenti à la fin de la guerre des gangs, que les forces de l'ordre, ici l'armée, arrivent finalement toujours après la bataille. Les hélicoptères amorcent leur atterrissage, un marche-à-l'heure est déjà au sol, et une poussière fine et sèche virevolte de toutes parts, embaumant des soldats présents sur le terrain. Un cadrage aérien nous montre alors l'établissement d'un camp militaire, ce qui prouve que plusieurs jours, voire plusieurs semaines, se sont écoulés depuis la récente catastrophe. Un général, chaudement habillé, orné d'un béret et de lunettes de soleil, reçoit des informations de la part de ses officiers. Ces derniers lui affirment qu'aucune hostilité n'est à signaler. Seuls les rescapés du désastre sont là, à attendre une aide alimentaire ou médicale. Ils poursuivent en lui annonçant que les éclaireurs partiront en repérage à 15 heures. Mike, Bernardi et Dubrovski sortent d'un des Pumas. Ils sont eux aussi chaudement habillés et affichent un visage inquiet. Au sein du camp, beaucoup de néo-tokyoïtes font la queue, bien encadrés par des soldats armés et vigilants. Par peur des radiations, ils sont tous contrôlés au compteur Gégère et séparés en deux files, suivant qu'ils soient affamés, malades ou blessés. Un officier fait alors un appel, demandant à quiconque possédant des informations de se rendre au quartier général. Mais personne ne porte attention à cette requête. Tous se concentrent essentiellement à boustifailler. Au milieu de ces loques, Simons sirote une boisson chaude. Il a l'air exténué. Soudain, son regard s'écarquille. Il remarque Mike, noyé dans la foule, se dresse brusquement et hurle son nom avec joyeuseté. Les deux autres scientifiques se retournent, surpris, et une vignette, statique et sublime, théâtralise leur rencontre dans une fadeur des plus succulentes. Ils s'embrassent, se félicitent de leur retrouvaille, mais leur parole se fait très vite masquer par celle d'un soldat qui annonce l'imminent départ de la patrouille de reconnaissance. Et en effet, une jeep et un tank s'apprêtent à partir sous le regard badaud des réfugiés et la salutation machinale du général. Les deux véhicules prennent la route au travers des débris pendant que d'autres miraculés fluctuent leur mouvance en direction du camp. Ils font alors face au pont qui avoisinait l'édifice Ginza, comme si cela annonçait un nouveau commencement. Mais soudain, une roquette zèbre la vignette de ces lignes de vitesse et vient exploser à 5 mètres de la Jeep. Les militaires s'arrêtent et Chiyoko, positionné sur ce même pont, effectue un second tir qui se veut plus précis. Le bruit est détonnant et les soldats sont éjectés à terre. Depuis le camp, le général, les scientifiques et les rescapés se retournent vers ce maelstrom auditif et observent un nuage de poussière qui paralyse leur gestuelle. En amont, une plateforme volante se détache de cet amas vaporeux. C'est Joker. Il est aux commandes de l'engin et Kaneda est debout sur le patin droit, maîtrisant parfaitement, ici, son équilibre. Il atterrit, sans même toucher le sol, et pointe joliment la mitraillette en direction de son assistance. Notre héros pose un pied à terre. Il échange avec le clown un regard rempli de complicité, et ce dernier s'éclipse avec frénésie. Décidément, eux qui n'arrêtaient pas de se chamailler ou de se mettre sur la gueule dans le passé, semblent se faire, maintenant, praticiens de ce minimum verbal. Un soldat braque son M16 sur l'adolescent, mais le général lui ordonne de stopper son geste. Des bruits se font perceptibles par-delà les décombres, et des dizaines de partisans s'affichent depuis les hauteurs des ruines. Tous sont armés et visent dans la même direction. Kaneda, que l'on a presque du mal à reconnaître, affirme aux militaires qu'ils sont totalement encerclés. Ce dernier est d'ailleurs hébété par cet accueil et sa mise en scène parfaitement bien orchestrée. Le jeune déclare que ceci n'est qu'une menace, sous-entendant que ses compagnons n'hésiteront pas à faire feu au cas où. Un interprète fait la traduction au général et répond qu'ils ne sont pas venus ici avec des intentions belliqueuses. Mais Kaneda, toujours aussi confiant dans son élocution, se permet d'en douter. L'interprète poursuit en notifiant qu'ils ont été envoyés en mission par les Nations Unies afin de rétablir l'ordre et d'aider les réfugiés. Mais Kaneda, le visage emborvé d'une hargne profonde, hausse le ton. « Tu m'en diras tant. Prenez vos armes et sortez de notre pays. » Obasan, soutenant toujours son bazooka à l'épaule, fait signe à ses confrères. Ces derniers détachent une énorme banderole qui se déroule lentement sous la pesanteur. Et les kanji du grand empire de Tokyo apparaissent, en contre-plongée, avec au premier plan un Kaneda à l'apogée de sa plénitude. La calligraphie est la même que celle qui était taguée dans moult endroits par le passé, avec ce mixte entre sinogramme et idéogramme. En dessous, le nom d'Akira s'exhibe en romaji et en majuscule, sûrement pour le rendre lisible au plus grand nombre. Vu sous cet angle, Kaneda nous fait comprendre que Tokyo n'est plus japonaise, mais qu'elle est devenue clairement une localité indépendante.
Le général, l'interprète, les soldats, les réfugiés, les scientifiques, tous restent estomaqués. L'adolescent affirme même que cette banderole a beau être en lambeaux, son cœur, lui, est de dentelle. Le traducteur s'offusque et prétend qu'ils ont reçu le soutien du gouvernement japonais. Une phrase qui fait sourire, car où se trouvait ce même gouvernement durant tous ces mois? Soudain, une main habile munie d'une bombe aérosol tague la lettre A sur la paroi d'un puma. C'est Kai, qui semble mimer la gestuelle des trophions de l'Empire lors du rapt de l'hélicoptère médical au début de l'épisode 49. D'autres jeunes surgissent de toutes parts et mettent en déroute la concentration de tous les soldats ici présents. Toujours dans une mise en scène bien orchestrée, ils extraient du sol leur bécane qui était enterrée ici par on ne sait quel mystère. Ils font pétarader les moteurs et foutent la zizanie dans le camp, ce qui sclérose le général. Kaneda espère d'ailleurs qu'ils apprécient leur petite welcome party. Kai et ses compagnons bousculent les militaires, patinent à leur côté et les éclaboussent de poussière. Ils se mettent ensuite à plein régime et quittent cette arène scénographique, s'engouffrant dans l'horizon périclité de la ville. Au loin, un autre motard apparaît, à contre-courant. C'est Kei, qui chevauche le gros cube de Kaneda. Elle effectue un dérapage contrôlé à quelques centimètres de son amant, qui n'aura même pas bougé d'un poil. Une vignette élégante qui semble marquer le dernier acte de cette impétuosité théâtrale. Sous le regard sérieux de sa compagne, notre jeune effronté invite ses convives à déguerpir au plus vite. Cependant, prenant assis sur la moto, il les remercie, sarcastiquement, pour toutes ces fournitures apportées, singeant à merveille la réplique des partisans du Grand Empire à l'aube de sa création. Le général est consterné, et notre adolescent en remet une couche. Toute autre action sera considérée comme une ingérence dans nos affaires internes. À l'entente de cette phrase, les mercenaires postés sur les hauteurs des immeubles se retirent, pendant que les militaires restent sans voix. Kaneda fait ronfler les cylindres de sa bécane, effectue avec élégance un demi-tour mémorable. Son amante l'embrasse fermement à la ceinture. Et, sous le regard impuissant du général et de son interprète, il affirme avec conviction qu'Akira est toujours vivant dans leur fort intérieur. Kei ne dit pas un mot, elle offre juste des pupilles inquisitrices, qui pourraient presque nous faire penser à celles qu'elle divulgua lors de sa première apparition dans le manga. Le jeune embraye, fait pétarader le moteur et démarre sur les chapeaux de roue, fardant son engin de lignes concentriques. L'Américain est exaspéré, son impuissance se confond mélodieusement avec l'arrière-plan décrépit. Il regarde la moto passer sous cette banderole de dentelle, avant de disparaître dans ce marasme urbain. Kei et Kaneda sont à fond la caisse, ils donnent même l'impression de s'extraire du flux, à leur manière. Mais soudain, leurs yeux s'écarquillent, ils remarquent une personne titubée le long du trottoir. C'est le colonel, qui a l'air mal en point, mais qu'Otomo présente en contre-plongée afin de respecter sa fierté. Les jeunes s'arrêtent. Le militaire, soutenu par un bâton, leur fait comprendre, au travers d'un rectus empli de considération, que leur action est vraiment culottée. Notre adolescent lui demande alors de se joindre à eux. Mais l'homme répond par la négative, bien qu'il trouve l'offre intéressante. Ses jambes n'ont plus l'air de suivre, mais cette excuse n'est qu'un prétexte pour agir avec discrétion. Kei, d'un timbre de voix embelli d'admiration, le remercie de tout son cœur. Le colonel lui renvoie la réplique, avec la même admiration. Et les jeunes repartent à fond la caisse. Le militaire les suit du regard. Il émane de son visage un sourire rempli de joie et d'assurance. Si l'état de sa jambe n'était qu'une excuse pour rester inactif, il sait parfaitement qu'il doit passer le flambeau, qu'il doit confier son futur à cette jeunesse contre laquelle il aura tant bataillé. Lui, qui voulait contrôler Tetsuo pour contrôler Akira. Lui, qui voulait contrôler Neo-Tokyo pour protéger sa population. Lui, qui voulait contrôler Seoul pour cicatriser son orgueil, vient peut-être le comprendre, dans un doux minimalisme, que l'avenir du monde sera sûrement plus clément aux mains de cette adolescence décontrôlée. Le colonel est incontestablement le personnage central de l'œuvre. Il fut un véritable père pour tous ces jeunes arrogants. Il se sera confronté à eux, sauvagement. Il se sera inquiété pour eux, ouvertement. Il se sera incliné face à eux, fébrilement. Il aura frissonné avec eux, inexorablement. Il se sera effondré devant eux, cruellement. Il se sera réconcilié avec eux, forcément. Mais toujours, il aura été à leur côté, présent, telle une entité paternelle inviolable. Et ce sourire qu'il exhibe, à cet instant, empli de joie et d'assurance, prouve bien qu'il est conscient de tout ce qu'il a transmis à cette génération sacrifiée. Son visage, radieux, marque sa dernière apparition dans le manga. Et il est beau, prépotent, humble, submergé
d'un optimisme insatiable. Merci, merci, mon colonel. Les chenilles d'un tank se mettent à vibrer. Impossible de savoir dans quel sens elles tournent, mais on comprend parfaitement que l'engin regagne la baie de Tokyo. Ce qui laisserait supposer que la communication entre Canada et l'Américain est très bien passée, ou tout du moins que le message a été cerné à sa juste valeur. Les scientifiques se surprennent de ce soudain vacarme ambiant, et la lettre A s'expose à leur regard consterné. Bernardi s'exclame alors. Il a dit qu'Akira était toujours en vie. Aurait-il mal écouté la phrase de Canada, qui était pourtant claire? Le Oretachi no Naka lui aurait-il échappé? Je ne pense pas. Le savant a parfaitement bien compris et interprété le message, et malgré la simplicité des mots, il a su capter toute la force du sous-entendu. Car oui, Akira est bel et bien vivant. Le charivari des bécanes se fait alors entendre. Mike, Dubrovski, Simons et Bernardi se retournent, captivés par cette inédite sonorité, qui résonne telle une réviviscence systolique. Et nous retrouvons tous ces motards, à flanc la caisse, noyés dans une marée de lignes concentriques. Ils sont très vite rejoints par Canada, qui s'approche de la caméra. Son sourire est loufoque, sa posture combative, ses yeux, masqués par ses lunettes, sont espiègles. Il pousse son cri d'emportement. Derrière lui, Kei offre un regard pétrifiant, mortel, sublime. Sa pupille droite semble être le point de convergence de toute cette vélocité qui les entoure. Elle est hypnotique et possède une force d'attraction si puissante que l'on ne voit finalement plus qu'elle dans l'image, et donc elle. Décidément, les yeux de Kei auront été, tout au long du manga, le puits gravitationnel du récit, le gouffre émotionnel de la saga, la finalité même de ce courant invariant, le trou noir béant de cette folle épopée, en noir et blanc. Le rugissement des bécanes arpente alors une avenue large et aérée. Il se dilue entre les gratte-ciel effrités, dans des vignettes étouffantes de détails et asphyxiantes d'une déconstruction annoncée. Je souhaite d'ailleurs profiter de ces deux sublimes images pour remercier Yasumitsu Suetake, Makoto Shiosaki et Satoshi Takabatake, les assistants d'Otomo dans l'élaboration du manga. Je souhaite les remercier pour avoir urbanisé Akira dans la plus succulente des osmoses, d'avoir noyé le récit dans un bouillonnement structurel déconcertant, d'avoir architecturé des cadrages dans une composition avant-gardiste et onirique, et d'avoir su escorter l'œuvre à son niveau stratosphérico-transcendantal. Merci à vous aussi. Notre bande de motards, avec Canada à sa tête, comme s'il ne fallait surtout pas bousculer les habitudes, pénètre alors dans un tunnel. Notre jeune est concentré dans sa conduite. Kei contemple le béton défiler sous ses yeux. Voir nos deux tourtereaux ainsi, si proches l'un de l'autre, leur profil embelli par ce sourire épanoui, ne peut que nous envahir d'une joie intrinsèquement profonde. Soudain, un pneumatique s'expose à la droite de notre héros. Il réagit, et ses lunettes se dissipent lentement. Les iris maintenant dégarnis, Kaneda voit Yamagata sur sa grosse cylindrée, qu'il observe avec jovialité. C'est ensuite sur sa gauche qu'apparaît une roue avant. Il s'étonne. Le visage passif et stoïque de Kei prouve bien que ce qui se produit à cet instant précis ne touche que Kaneda et lui seul, comme s'il s'immisçait, intimement, dans un nouveau monde. Il remarque alors Tetsuo, sur sa moto, le devancer. Ce dernier lui lance un regard espiègle et complice. Et les deux spectres prennent la tête du cortège. Kaneda ne bronche pas et maintient sa cadence. À la sortie du tunnel, les deux jeunes se fondent dans l'asphalte resplendissant avant de disparaître. Face à eux, les ruines de la cité donnent l'impression de se restructurer. La double page suivante poursuit le travelling de la caméra. Les buildings encadrant l'avenue sont maintenant intégralement sur pied. Seule leur base termine leur élaboration sous un nuage de poussière. La ville reconstruite est imposante, corpulente et suffocante, mais il se dégage en elle un air de nouveauté, de fraîcheur et de grandeur, qui ne peut nous laisser indifférents. Sur le bitume rayé de la rue, les motards filent à toute vitesse vers un horizon lumineux et empli d'un espoir pénétrant. Ils donnent vraiment l'impression de s'extraire du courant invariant. Les jeunes, sur leurs motos, paraissent minuscules face à cet urbanisme démentiel, mais leur attroupement n'en reste pas moins le centre d'attraction de l'image. Ce qui fait que l'on ne voit qu'eux, et non ces bâtiments surdétaillés. On ne perçoit que leur essence, et non celle de ce bitume déconcertant. On ne sent que leur désinvolture, et non cette surcharge de lignes architecturales. On ne sent finalement que leur évolution, fugace et fougueuse, insolente et passionnelle, vers un futur qu'ils ne manqueront pas d'écrire,
avec des mots simples. La composition anodine de cette illustration nous donne vraiment l'impression que ce changement tant attendu est en train de se produire, à ce moment présent, sous nos yeux. La position basse de l'horizon nous fait subliminalement comprendre que ce choix d'évolution, qui semblait si effrayant aux premiers abords, n'en est maintenant plus un. La contre-plongée extravagante de ce cadrage cinématographique nous dicte, finalement, peut-être, que tout a déjà commencé. Notre regard, inconsciemment attiré par cette jeunesse désinvolte, s'humecte de deviner que jamais cette dernière ne se retournera vers le passé. Jamais elle ne cessera de suivre ses rêves. Jamais elle ne s'abandonnera et abandonnera. Non, cette jeunesse, munie d'un potentiel et d'une volonté insoupçonnée, jamais ne se laissera embourber par l'inéluctabilité. Jamais elle ne mettra en doute la validité de ses choix. Jamais elle ne maculera ce tournant initié par Akira. Éternellement et fatalement unie par leur amitié, cette jeunesse, arrogante et décontrôlée, est, indéniablement, invariablement, irrévocablement, le futur de l'humanité. L'épisode 120, sorti dans les pages de Young Magazine le 25 juin 1990, marque la fin du manga, et donc celle du 6e tome de luxe, qui sera publié par la Kodansha le 23 mars 1993. Près de 3 années d'attente, donc, entre la sortie magazine et celle du manga final. Un retard essentiellement dû à pas mal de rajouts de la part de l'auteur, et sûrement à de grosses prises de tête. Ce volume s'intitule Kaneda, ce qui semble normal, étant donné que la fin de l'histoire est surtout marquée par sa consécration. Et vu que le premier tome s'appelait Tetsuo, il fallait bien que les prénoms de ses 2 meilleurs amis du monde englobent l'ouvrage dans sa totalité. Pour la première de couverture, nous y voyons un cadrage serré sur les gradins du stade, avec Kei, Kaneda et Kai proches de la Security Ball, en train de poindre leur regard sur numéro 41. À l'instar du tome 1 et 3, Otomo va user le ton chaud pour enjoliver cette scène, qui ne s'est pas produite au sein de l'histoire, vu que nos 3 personnages ne se sont jamais retrouvés ensemble. Pour la couverture cartonnée, Katsuhiro va réutiliser la dernière image du manga et l'embellir d'une dominante orangée. Tout comme le tome 5, pas d'illustration originale, même s'il est impossible de savoir quel était le rôle initial de cette image, terminer le récit ou l'ornementer. Sûrement les deux. Voilà donc pour cette 17e et dernière vidéo consacrée à l'analyse d'Akira. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi jusqu'au bout. Donc, comme je mentionnais au début de la vidéo, c'est pas encore fini. Il faut que j'écrive la conclusion. Donc, pour l'instant, il n'y a absolument rien de fait à ce niveau-là. Donc, ça va être assez chaud. Mais bon, je vais le faire tranquillement. Entre-temps, je posterai une vidéo sur un making-of. Voilà, donc j'ai fait en fait un making-of qui montre un peu tout ce qui se cache en fait derrière une vidéo, donc que ce soit au niveau de l'écriture, du traitement de l'image, du montage, de l'édition, de la correction, etc. Voilà, donc je ferai une petite vidéo que je mettrai en ligne, je pense, d'ici 10-15 jours. Ensuite viendra la conclusion, et ensuite il y aura la vidéo dédiée à la sortie du PDF quand il sortira. Enfin, dans tous les cas, merci encore d'être là, d'avoir suivi depuis le début, et de continuer à m'encourager. Merci à vous tous. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.